parole à Bernard Baudusseau, qui est en train de s'informer sur la manipulation de l'appareil. Bon, Bernard, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci de favoriser mon activité physique après 90 minutes d'activité. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de ce congrès, particulièrement M. El Azra, qui m'a fait l'amitié de m'inviter à nouveau dans votre pays devant une assemblée aussi nombreuse et aussi convaincue. Alors après la physique et la diététique, qui sont les piliers de la prise en charge de type 2, eh bien, le traitement de base du diabète de type 2, vous le savez, c'est la metformine. La question est de savoir, c'est en cas d'échec ou d'insuffisance du traitement par metformine, que faire? C'est ça qui va nous arrêter pendant quelques minutes. Alors, certes, il y a eu de très grands progrès depuis 50 ans, avec l'apparition de nouvelles molécules. Pendant très longtemps, on est resté au couple metformine-sulfamide, et puis ensuite sont arrivés les sulfamides de dernière génération, les glitazones, puis les inhibiteurs des DPP4 et les autres incrétines, et enfin plus récemment les inhibiteurs du SGLT2. Dans le même temps, un certain nombre de drogues sont passées à la trappe. Fluorex, le rimonavant et les glitazones, du moins dans nos pays. Alors, dans un premier temps, je voudrais faire avec vous l'état des lieux de la prise en charge du diabète de type 2 au Maroc. Je pense que cela va vous intéresser au plus haut. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la prévalence est mal définie dans tous les pays du Maghreb. Les études varient, et globalement, on estime que la prévalence est entre 8 et 12%. Ce n'est pas très précis. Et globalement, on estime que la moitié des diabétiques de type 2 sont méconnus dans votre pays. Ça, tous les diabétologues et tous les médecins généralistes qui sont diabétiques le savent. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre que dans les 3 pays du Maghreb, un grand nombre de patients sont mal équilibrés avec une HbA1c au-delà de 9%. Vous voyez, en Algérie, 34%, au Maroc, à peu près la même chose, et puis en Tunisie, beaucoup plus. Cette différence est probablement liée à des modifications dans le recrutement des malades, et il est certain que si l'étude se fait dans des services spécialisés hospitaliers de diabétologie, l'équilibre des malades est beaucoup moins bon que lorsque on s'intéresse aux patients qui sont suivis en vie. Regardons maintenant les caractéristiques au Maroc, dans cette étude qui a été menée en 2010. Eh bien, on voit que l'HbA1c, globalement, est aux alentours de 8%, plus ou moins 1,9%. Que l'autosurveillance glycémique, elle est assurée dans un cas sur 3. Que la pression artérielle est très rarement bien équilibrée. Et quand on regarde l'ensemble des paramètres, HbA1c en dessous de 7%, pression artérielle en dessous de 130/80, c'était les recommandations anciennes, et LDL en dessous d'1 gramme, il n'y a pratiquement aucun malade qui est assez objectif. Pour ce qui est des traitements, eh bien, beaucoup des collègues marocains ne viennent pas à l'ADN, parce que vous voyez, un certain nombre de patients sont en monothérapie sous sulfamide. Là, il y a 2 fois plus de patients en monothérapie sous sulfamide que sous metformine. Et puis, pour ce qui est de l'insulinothérapie, eh bien, si la basale est largement utilisée, on voit que les prémix le sont encore plus. Et ceci diverge dans les différents pays du Maghreb. En Tunisie, par exemple, les prémix ne sont quasiment pas utilisés. Alors, revenons au sujet de notre débat actuel, de ce jour. C'est que faire chez un patient qui est sous metformine, qui a suivi plus ou moins les recommandations du professeur Schmanger, et qui malgré tout a une HbA1c au-delà de 8%. C'est une attitude pratique et que vous rencontrez chaque jour à votre cabinet. Alors, la première chose à faire est de bien refixer les objectifs. Vous avez déjà vu 100 fois cette plaque, mais qui a été actualisée récemment, enfin au début de l'année 2015. C'est
la prise de position de l'ADA et de l'EASD, et vous voyez qu'il faut globalement fixer l'objectif d'HbA1c en fonction d'un certain nombre de paramètres: le risque hypoglycémique, la durée du diabète, l'espérance de vie, la comorbidité, les complications cardiovasculaires, la motivation du patient et les ressources. C'est intéressant, ça a le mérite d'exister, mais c'est tout à fait limité. Parce qu'il est évident qu'un patient peut très bien avoir différents paramètres qui se contredisent. On peut avoir un malade qui a un diagnostic récent de diabète, mais qui a une espérance de vie courte, qui a des comorbidités et qui est très motivé. Donc, il faut faire varier le curseur, mais globalement, ça mérite d'exister encore une fois, mais c'est ni tout blanc ni tout noir. Puis après, chez le patient âgé, il y a un certain nombre de points qu'il faut aussi prendre en compte. L'état de la cognition, l'autonomie, la dépression, l'état nutritionnel et la perte musculaire. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi simple. Ça a le mérite de nous faire souvenir d'un certain nombre de paramètres pour fixer des objectifs glycémiques, mais ce n'est pas la panacée. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que on va essayer de fixer les objectifs de glycémie et d'HbA1c centrés sur le patient. Pour l'ensemble des diabétiques de type 2, on retient dans toutes les recommandations le niveau de 7% pour fixer le taux d'HbA1c. Et ce taux de 7% correspond à une glycémie moyenne de 1,50 g à 1,60 g. Pour obtenir 7%, eh bien c'est assez simple, il faut avoir une glycémie à 1,30 g et une glycémie postprandiale à 1,80 g. Par conséquent, avec l'automesure glycémique, si on obtient ces chiffres, 1,30 à 1,80 postprandial, on doit avoir 7% d'hémoglobine glyquée, sauf s'il y a une véritable fluctuation glycémique très importante. J'ai des diabétiques de découverte plus récentes qui ont une bonne espérance de vie, qui n'ont pas de comorbidité, mais il faut essayer d'être un peu plus ambitieux et donc d'avoir une HbA1c entre 6 et 6,5%. Par contre, chez les patients compliqués, notamment les sujets âgés, qui ont un fort risque hypoglycémique, une faible espérance de vie, il y a 7,5, 8,5 sont largement suffisants. Par conséquent, l'intensification du traitement va dépendre des objectifs que l'on pourra définir en fonction de l'état du patient. Alors globalement, eh bien, pour choisir les armes thérapeutiques, il faut mettre en balance l'efficacité sur la glycémie et le risque hypoglycémique, mais prendre aussi en compte la protection cardiovasculaire, la prise de poids, les effets secondaires et la durabilité de l'effet. Et dans un premier temps, on va voir le risque hypoglycémique qui a été en grande partie sous-évalué ces derniers temps. Pourtant, dans l'étude en traite, une étude très importante qui a été menée en France, on voit que globalement les hypoglycémies sévères survenant dans l'année sont extrêmement fréquentes. Vous voyez, en moyenne, 10% des diabétiques de type 2 ont fait une hypoglycémie sévère, donc qui nécessite l'intervention d'un tiers dans l'année qui précède. Et ces hypoglycémies sont encore plus fréquentes chez les patients très âgés, vous voyez, au-delà de 85 ans, avec un risque donc d'effets secondaires, de chute, d'accidents cardiovasculaires qui sont très importants. Donc le risque hypoglycémique doit être pris en compte de façon extrêmement pressante. D'ailleurs, aux États-Unis, vous voyez, la courbe d'hospitalisation, la fréquence d'hospitalisation pour hyperglycémie a globalement diminué entre les années 99 et 2011, tandis que la courbe des hospitalisations pour hypoglycémie est devenue plus fréquente. Et ceci est notamment extrêmement important chez les sujets âgés. Enfin, quand on regarde les médicaments responsables d'hospitalisation pour effets iatrogènes, toujours aux États-Unis, sur une très très grande cohorte, près de 100 000 hospitalisations, bien on voit que le médicament qui est responsable le plus souvent d'une hospitalisation pour effet iatrogène, bien ce sont les AVK. En second lieu viennent l'insuline, en troisième les antirégoplatétaires, puis les antidiabéticaux. Donc les hypoglycémies sont très souvent à la source d'une cause d'hospitalisation du fait des accidents iatrogènes. Quand on regarde maintenant les médicaments responsables de ces hypoglycémies, une étude qui a été faite dans le sud-est de la France, on voit que
Le répaglinique, qui est considéré comme un médicament qui donne peu d'hypoglycémie, est là responsable de 40% des hypoglycémies nécessitant une hospitalisation, et les sulfamides hypoglycémiants, 52%. Pour le reste, vous voyez, les autres médicaments sont très rarement impliqués dans la survenue d'hypoglycémie grave. Alors, quels sont les choix thérapeutiques devant ce patient qui suit plus ou moins les mesures régionodétiques, qui a une HbA1c au-delà de 9%, au-delà de 8%, et qui reçoit un traitement par metformine à 2 grammes par jour. Il y a, en théorie, on peut s'appuyer sur les recommandations HAS publiées en France, mais je défie n'importe qui, y compris les diabétologues les plus patentés, de reproduire ce schéma de tête. Donc on va essayer de simplifier, pour qu'il soit un peu plus lisible. Alors là également, le professeur Monnier l'a montré tout à l'heure, eh bien on peut s'appuyer sur la prise de position ADA-ESD publiée au début de l'année 2015. Et donc vous voyez en haut la metformine, et puis en deuxième point, eh bien, on a le choix avec un certain nombre de médicaments que l'on va lister ensemble en montrant leurs intérêts et leurs défauts. Alors globalement, chez ce patient qui reçoit un traitement par metformine et qui est HbA1c à 2%, on peut soit, en théorie, majorer les mesures régionodétiques, titrer la metformine, donner des inhibiteurs des alpha-glucosidase, ajouter l'inhib-sulfamide, ajouter un inhibiteur de la DPP4, un SGLT2, ajouter un analogue du GLP1 ou ajouter une basale. Le choix est large. Comment faire son choix dans ce grand marché? C'est ce que je vais essayer de vous indiquer, en sachant que les glidazoles sont plus disponibles en France qu'au Maroc, et que les inhibiteurs des SGLT2 ne le sont pas encore. Mais je vous parlerai tout de même des inhibiteurs des SGLT2, parce que ce sont des molécules qui sont potentiellement extrêmement intéressantes. Alors, pour faire plaisir à professeur Schlinger, chez ce patient qui n'est pas bien équilibré, on peut lui dire il faut essayer d'améliorer le mode de vie en majorant l'activité physique et en diminuant l'alimentation. Alors en théorie, c'est très facile. C'est peu coûteux et c'est efficace, surtout s'il y a un suivi rigoureux et que le malade pérennise ses efforts. Les inconvénients, c'est qu'à moyen terme, c'est pas très efficace et vous le savez tous. C'est difficile à mettre en œuvre chez certains patients et qu'à moyen terme, eh bien, l'intensification du traitement est rarement efficace. Alors les mesures diététiques, je passe rapidement puisque cela vous a été dit, mais malheureusement, il suffit de voir comment nous nous comportons tous, médecins, paramédicaux, au moment des pauses sur les gâteaux qui sont présentés, pour voir que la prise en compte de la diététique est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais c'est vrai que l'alimentation équilibrée, c'est essentiel, la perte de quelques kilos est déjà bénéfique. Il faut faire très attention sur les régimes trop restrictifs, notamment chez les personnes âgées ou les femmes enceintes, et il faut surtout fixer des objectifs réalistes et individualisés. On a quelquefois les orthopédistes qui disent à leurs patients perdez 20 kilos et venez me revoir après, ils sont tranquilles, ils ne verront jamais de malade. Limiter les matières grasses, les sucres simples, l'alcool et l'immunité initiale est souvent très utile. Quant à l'activité physique, je passe également rapidement, mais je voudrais vous raconter une petite anecdote. Lors du congrès de la SFT, nous organisions un footing le matin. 4500 participants au congrès. Et le matin du footing, nous étions 32. Ce qui me fait dire qu'en matière d'activité physique comme en matière de diététique, il y a beaucoup de croyants, mais il n'y a pas beaucoup de pratiques. Voilà. Alors je voudrais vous montrer aussi ce que m'avait écrit un cardiologue, très bon cardiologue par ailleurs, mais qui était un peu fixé sur le mode de vie. Et il m'avait écrit au sujet d'une malade que je suivais, oui, c'était
Madame Thibault, 74 ans, une petite dame vietnamienne qui ne parlait pas un mot de français et qui mangeait essentiellement du poisson et du riz. Et il m'avait écrit qu'il convient d'intensifier le style de vie protecteur en majorant l'activité en endurance maximale, pluri-hebdomadaire avec un minimum de 4 heures par semaine et en observant un régime diabétique méditerranéen. Vous voyez comment ça peut être suivi ce type de prescription chez une dame âgée qui ne parle pas le français et qui s'alimente de façon traditionnelle. Donc, restons sur terre. Alors le second point, une fois qu'on a dit à notre patient, et c'est essentiel de le faire, qu'il faut qu'il améliore son style de vie, on peut essayer de titrer la metformine en passant de 2 grammes, qui est la dose habituellement prescrite, à 3 grammes. Là, en théorie, c'est facile. C'est également peu coûteux. Mais malheureusement, c'est peu efficace. Il y a une majoration des prises et donc une diminution de l'observance. Et puis enfin, il y a une majoration surtout des signes digestifs. Si bien que ce type d'intensification n'est pas recommandé dans les publications actuelles. On peut également ajouter un inhibiteur des alpha-glucosidases, donc le glucor pour ne pas le nommer. L'avantage, c'est aussi c'est facile, c'est un comprimé avant chaque repas, et c'est peu coûteux. Malheureusement, comme vous savez, c'est pas très efficace. Ça fait diminuer l'HbA1c de 0,5%. Et puis surtout, ça majore les signes digestifs en association avec la metformine. Certains malades le tolèrent bien, mais la majorité le tolère assez mal. Alors, depuis des années, eh bien, en échec de metformine, on associe des sulfamides ou des cliniques. L'avantage, c'est que ce sont des médicaments efficaces, qui sont bien connus de tous, puisqu'on a fait ça depuis 50 ans, et qui sont peu coûteux. Et puis c'est recommandé par notre HAS pour des raisons économiques évidentes. Les inconvénients, c'est la prise de poids, l'hypoglycémie. Je vous ai montré tout à l'heure les hypoglycémies qui sont beaucoup plus fréquentes avec les sulfamides, et puis la faible durabilité. Je vais vous montrer quelques exemples. Et puis récemment, à l'EASD, ont été publiées un certain nombre d'études qui confirment des données que l'on avait déjà et qui montrent les risques potentiels des sulfamides. Vous voyez cette étude allemande, l'étude CREST, qui a comparé le pronostic cardiovasculaire de sujets diabétiques de type 2 de découverte récente, traités par metformine ou sulfamide, 2 bras. Et on voit que globalement, dans le bras sulfamide, les décès sont multipliés par 2, les accidents cardiovasculaires par 1,3, et les hospitalisations liées au diabète de type 2, c'est-à-dire essentiellement les hypoglycémies, par 2,8. Alors certes, la cohorte était petite, il y avait une faible durée de suivi et un faible nombre d'événements. Mais tout de même, ça interpelle. Ça interpelle d'autant que d'autres études montrent la même chose. Vous voyez, dans ce registre suédois, extrêmement important, 40 000 sujets traités par sulfamide versus 12 000 par TTP4. Ceci en adonne de metformine. On voit que dans le bras sulfamide, eh bien, la mortalité toute cause est multipliée par 1,25, les événements cardiovasculaires par 1,17 et les hypoglycémies par 2. Donc cela laisse tout de même certains voiles, certaines suspicions quant à l'utilisation des sulfamides. Alors bien sûr, les classes nouvelles sont extrêmement intéressantes. Et les inhibiteurs des DPP4 le sont au premier plan, vous le savez. Les avantages sont nombreux. Médicaments Péros, pas de titration, c'est neutre sur le poids, il n'y a pas d'hypo. On peut même l'utiliser en cas d'insuffisance rénale en titrant, en diminuant la posologie, et il y a peu ou pas d'effets secondaires. Les inconvénients, c'est le coût. Premier inconvénient, il n'y a pas de perte de poids, c'est neutre sur le poids, mais ça ne fait pas maigrir. On s'interrogeait beaucoup sur la sécurité cardiovasculaire qui a été évaluée par une étude CEVOR dont je vais vous montrer quelques plaques et par TECOS. On craignait dans l'étude CEVOR l'augmentation des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais ceci n'a pas été confirmé dans la dernière étude qui s'appelle TECOS avec la sitagliptine qui a été publiée il y a 6 mois. Alors quand on regarde l'efficacité de cette classe médicamenteuse, vous voyez ici c'est de la sitagliptine. En addition à la metformine par rapport au placebo, on gagne 1%.
Alors, on gagne 1%, là c'est beaucoup. D'habitude, c'est un peu moins, c'est 0,7%. Et si on gagne autant, c'est parce qu'on part de très haut. On part de 9,2%. Et vous voyez, on arrive quand même à une HbA1c qui est aux alentours de 8,2. Donc, on n'est pas vraiment aux objectifs. Il faut considérer que globalement, on va gagner 0,7%. Et que plus on partira de haut, plus on gagnera, mais qu'on aura beaucoup de mal à parvenir aux objectifs glycémiques que l'on souhaite. Là, c'est une même étude faite, une étude du même type, vildagliptine en addition de metformine. Vous voyez, on part de 8,5, et là, vildagliptine 50, vildagliptine 100, et on a gagné 0,7%. C'est la même chose avec toutes les gliptines. Quand on part d'un chiffre raisonnable qui est issu de 8,5%. Ce qui est intéressant aussi, on a l'impression que les sulfamides font mieux que les inhibiteurs des DPP4. On garde ça dans nos circuits hypocampiques. C'est vrai. Toutes les études montrent que les sulfamides hypoglycémiants, ici c'est le glipizide, marchent mieux, vous voyez c'est en rose, dans les premières semaines et les premiers mois. Ça marche mieux et donc on a un risque hypoglycémique qui est plus important. Mais quand on regarde à 1 an et à 2 ans, eh bien les courbes sont exactement superposables. Donc l'efficacité est la même. On ne peut pas dire que les sulfamides sont plus efficaces que les inhibiteurs des DPP4, du moins à moyen ou à long terme. L'autre avantage des DPP4, ici quand on compare l'association sulfamide ou sitagliptine à la metformine, vous voyez l'évolution du poids ici sous sulfamide par rapport à la sitagliptine, il y a 2,5 kg de différence. Et quand on regarde les hypoglycémies, eh bien, il y a une différence très nette, 6 fois plus d'hypoglycémie dans le bras sulfamide. Donc les inhibiteurs des DPP4 ont quand même beaucoup d'avantages par rapport à la classe des sulfamides. Ceci est d'autant plus marqué pour vous lors de la période du ramadan. Globalement, le risque métabolique du jeûne chez les patients diabétiques, les risques sont très importants. Vous voyez, chez les diabétiques de type 2, le risque typo est multiplié par 4,7 et le risque d'hyper est multiplié par 3. Chez les diabétiques de type 2, c'est encore plus. Il y a 7,5 fois plus d'hypoglycémie au cours du jeûne et 5 fois plus de risque d'hyperglycémie. Donc ces molécules qui n'entraînent pas d'hypoglycémie sont intéressantes et plusieurs travaux ont été menés, je vous en montre 2. Ici, vous avez des patients diabétiques de type 2, un peu plus d'1 millier, traités par sulfamide avec ou sans metformine, avec une HbA1c en dessous de 10%, qui voulaient participer au jeûne. On a fait 2 bras. Dans un bras, on a arrêté les sulfamides, on l'a remplacé par sitagliptine. Et dans l'autre, on a poursuivi le traitement antérieur par sulfamide. Et on voit que la proportion des patients qui ont présenté au moins une hypoglycémie symptomatique au cours du ramadan est 2 fois plus importante dans le groupe sulfamide par rapport à la sitagliptine. Donc ce sont des molécules qui sont potentiellement intéressantes dans vos régions pour ce point supplémentaire. Une autre étude avec une autre gliptine montre des résultats équivalents. Là, c'est la vildagliptine plus metformine ou vildagliptine en monothérapie versus sulfamide plus metformine avec une surveillance très précise. Et on voit qu'il y a 3 fois moins d'hypoglycémie dans le bras vildagliptine par rapport au bras sulfamide, avec des hypos sévères 4 dans le bras sulfamide et aucune dans le bras vildagliptine. Alors on s'est interrogé pendant un certain temps sur la sécurité cardiovasculaire de ces inhibiteurs de DPP4. On a eu plusieurs études et la première était l'étude CEBOR dont je vous ai glissé 2 mots tout à l'heure. C'est une très grande étude qui a été publiée il y a 1 an maintenant. 16 000 diabétiques de type 2 qui étaient des patients avec des antécédents cardiovasculaires de multiples facteurs de risque. Et on a fait 2 bras, soit un bras saxagliptine, soit un bras placebo. Le but n'était pas d'évaluer l'efficacité de la saxagliptine, puisqu'on pouvait majorer le traitement dans le bras placebo, si bien qu'il y a eu très peu de différence d'HbA1c dans les 2 bras. Le but était de voir si la prescription de la saxagliptine avait une sécurité cardiovasculaire et qu'il n'y avait pas une surmortalité cardiovasculaire comme on a pu l'observer dans d'autres études. Suivi 4 ans,
Et donc on a eu la chance, du moins pas la surprise, mais on était heureux de constater qu'il n'y avait aucune différence en termes de décès cardiovasculaire, d'infarctus ou d'AVC ischémique entre les deux bras. Il n'y avait donc pas de surmortalité ou survenue d'événements cardiovasculaires plus importants dans le bras saxaclidine, ce qui montrait la sécurité d'emploi sur ce plan de cette molécule. Mais malheureusement, eh bien, on a constaté qu'il y avait une majoration des hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui était significative et qui faisait craindre un effet adverse de ce type de la saxaclidine pour la survenue des insuffisances cardiaques. Et donc il y a maintenant 5 mois a été publié TECOS avec la sitagliptine qui a été menée de la même façon que l'étude de CEBOR, 14 000 diabétiques de plus de 50 ans avec des antécédents cardiovasculaires, 2 bras, de la même façon, sitagliptine placebo, et le critère composite était celui de la survenue du premier événement, c'est tout à fait classique, événement cardiovasculaire, décès, infarctus du myocarde, AVC ou encore un STAR. Et là, on a vu qu'il n'y avait aucune différence entre les deux bras, pas de survenue supplémentaire d'accident cardiovasculaire, et également aucun signal concernant les insuffisances cardiaques, ce qui était un élément extrêmement rassurant pour l'utilisation des inhibiteurs des DPP4. Autre médicament qui arrive sur le marché, qui est arrivé sur le marché, et nous avons maintenant l'expérience depuis quelques années, ce sont les analogues du GLP. Ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'avantages, qui sont efficaces. Il y a une perte de poids, pas d'hypoglycémie et pas de titration. Donc pas de nécessité de surveiller de façon étroite les glycémies capillaires, comme c'est le cas avec l'insuline. Les inconvénients, le coût, en premier, à poids injectable aussi, mais qui est finalement beaucoup mieux accepté par les malades par rapport à l'insuline. Si on dit aux gens, nous avons un nouveau médicament pour traiter votre diabète, ça se fait par voie injectable, la première question c'est, est-ce que c'est de l'insuline? Quand on répond non, bien les gens sont tout de suite rassurés. L'insuline a une très mauvaise image de marque. Les analogues du GLP-1 sont beaucoup plus faciles à faire accès. Peu de recul, des nausées fréquentes au début du traitement, l'existence de non-répondeurs, des sujets qui ne répondent pas au traitement, notamment ceux qui sont réellement insulinopéniques. Rien ne remplace l'insuline lorsque le pancréas ne peut plus fabriquer l'insuline. Et puis la sécurité cardiovasculaire avec une étude qui est en cours qui s'appelle l'étude LEADER. Alors pour vous montrer l'efficacité de ce type de médicament, cours que vous avez probablement déjà vu, l'étude Pratley qui compare du Victoza 1.2, du Victoza 1.8 et de la sitagliptine. Vous voyez que la sitagliptine fait baisser l'HbA1c de 0,9%, ce qui est plutôt pas mal pour la sitagliptine. Par contre, le Victoza 1.2 et 1.8 est beaucoup plus efficace. Et quand on prend toutes les études LEAD qui ont été poolées, les études LEAD qui ont été menées avec le liraglutide, et que l'on fabrique un critère composite qui finalement est celui qui nous intéresse, c'est-à-dire obtenir une HbA1c en dessous de 7%, pas d'hypo et pas de prise de poids, on voit qu'on parvient à ces objectifs avec le liraglutide 1.8 dans 40%, le liraglutide 1.2 dans 32%, et qu'ensuite toutes les autres molécules font beaucoup moins. L'exénatide, la sitagliptine, les sulfamides, les glitazoles, l'insuline et le placebo aussi. Donc ce sont des molécules qui sont extrêmement intéressantes, notamment chez des sujets en surpoids, mais qui ne sont pas encore insulinopéniques de façon trop importante. Là également, comme ces molécules ne donnent pas d'hypoglycémie, eh bien, sont potentiellement des produits qui peuvent être intéressants au cours du jeûne du Ramadan. Plusieurs études ont été menées, je vous montre celle-ci, trait 4 Ramadan, chez des patients sous metformine, ou en bithérapie, metformine, sulfamide, avec une HbA1c entre 6,5 et 12%, et on a fait 2 bras, soit du liraglutide plus metformine, soit sulfamide plus metformine, puis on a suivi les gens pendant le Ramadan et au détour du Ramadan. Et le critère de jugement était celui d'obtenir une HbA1c en dessous de 7%, sans prise de poids et sans hypoglycémie sévère, nécessitant une hospitalisation au bout de 12 semaines de traitement.
Et on voit les résultats, il y a une différence qui est bien significative entre les patients qui étaient sous liraglutide plus metformine par rapport à ceux qui étaient sous sulfamide metformine. Vous voyez le nombre de patients qui arrivent à ce critère composite, beaucoup plus important dans les bras comportant du liraglutide. Et également beaucoup moins d'hypoglycémie, 3 fois moins chez les sujets qui étaient sous liraglutide. Donc également, dans ce cas de figure, les analogues du GLP-1 sont particulièrement intéressants dans cette période de jeûne. Alors, dernière venue, les inhibiteurs des SGLT2. Ils ne sont pas encore commercialisés en France, mais pour lesquels l'activité est assez riche et que je vais donc vous rapporter. Ce sont des médicaments, vous savez, qui inhibent la réabsorption du glucose et qui donc font baisser la glycémie en majorant la glycosurie. Les avantages sont importants. D'abord, c'est féroce, c'est actif quel que soit le degré d'insulinopénie, puisque ces médicaments ont un mode d'action qui est tout à fait différent de celui de la sécrétion de l'insuline ou de l'insulinorésistance. Il y a une diminution de la prise de poids, une perte de poids, une diminution de la pression artérielle, il n'y a pas d'hypo, peu d'effets secondaires, on va y revenir, et une sécurité cardiovasculaire dont je vous parle. Voici les avantages. Les inconvénients, le coût, encore que l'on ne sache pas très bien combien vont coûter ces molécules. Il y a peu de recul, puisque ce sont des médicaments qui viennent d'arriver sur le marché. Il y a des mycoses génitales, des infections urinaires, mais surtout des mycoses, et notamment chez les femmes. Des risques d'hypovolémie, notamment chez les patients âgés, et quelques cas d'acidocétose qui ont été décrits. Alors, comment ça marche? Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, bien globalement, on sait qu'au cours du diabète de type 2, il y a naturellement une augmentation de la glycosurie. Ce glucose est réabsorbé par des transporteurs qui s'appellent des SGLT2, et ce glucose ensuite passe dans la cellule interstitielle, la cellule tubulaire, et le sodium est réabsorbé par la pompe NAK et le glucose par le GLUT2. Au cours du diabète de type 2, il y a une augmentation de l'expression des SGLT2 et des GLUT2, ce qui fait que la réabsorption du glucose est majorée. Et par conséquent, comme ce glucose est encore plus réabsorbé, eh bien, il y a une majoration de la glycémie. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous voyez, ici, vous avez le glomérule, le tubule, et on voit que le glucose est réabsorbé par ces SGLT2, qui sont les petits trapèzes qui sont en violet, et puis les SGLT1 qui réabsorbent aussi une partie du glucose. Et en fait, la glycosurie est moins importante qu'elle devrait l'être, parce que le glucose est plus réabsorbé chez les diabétiques de type 2. Et par conséquent, ce fait de l'augmentation de la réabsorption du glucose va entraîner une majoration encore de la glycémie. Quand on utilise les inhibiteurs des SGLT2, vous voyez, on retrouve ce même schéma. Les inhibiteurs du SGLT2 sont en rouge, ils vont se fixer sur les transporteurs et le glucose ne va plus être réabsorbé, ou moins réabsorbé. Les SGLT1 vont réabsorber de glucose, et donc il y aura une expression du glucose dans les urines, permettant dans un second temps de faire baisser la glycémie. Ces médicaments sont efficaces. Voici un ensemble de résultats qui ont été menés avec la canagliflozine. Vous voyez qu'en monothérapie, ça fait baisser l'HbA1c de 0,91%, ici à 100 mg et à 300 à plus de 20%. Et puis en bithérapie, globalement, ça fait baisser l'HbA1c entre 0,6 et 0,9% d'HbA1c, y compris chez les patients âgés, pour lesquels ce type de médicament n'est peut-être pas la meilleure solution, mais peut être même utilisé. L'intérêt également, c'est la perte de poids, je vous le disais. Vous voyez, par rapport au sulfamide, eh bien, il y a une perte de poids qui est de presque 3 kg avec la canagliflozine 300 par rapport à l'utilisation du dimépirite, donc un sulfamide hypoglycémique. La durabilité de l'effet, comme avec les inhibiteurs des PP4, est meilleure que celle du glimépiride. Vous voyez, le glimépiride en rouge a une meilleure efficacité immédiate, mais quand on regarde 2 ans à 104 semaines, eh bien l'efficacité est moindre que celle de la canagliflozine.
Alors bien sûr, il y a des effets secondaires qui ont été observés, des effets digestifs qui sont assez faibles, des manifestations urinaires, un type de polyurie. Globalement, ça fait majorer le nombre de diurèses une diurèse par une miction par jour, des infections urinaires un petit peu plus, mais surtout des balanites et des candidoses vulvo-vaginales, mais qui se soignent très bien avec des antimécosiques classiques. Alors surtout le scoop, vous avez peut-être entendu parler, qui a été publié il y a de ça maintenant moins d'un mois, lors de l'EASD de Stockholm, c'est l'étude EMPA-REG, qui est une étude qui a été menée avec une autre gliflozine. Vous voyez un grand nombre de patients randomisés, placebo, EMPA 10 mg et EMPA 25, suivis pendant 2,6 ans en moyenne. Et les résultats sont vraiment stupéfiants. Vous voyez ici, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque est diminuée de 35%, quelle que soit la dose d'empagliflozine, et la mort cardiovasculaire de 38%. Ce type de résultat risque de modifier beaucoup nos habitudes de prescription, parce que tout de même, aucun médicament jusqu'alors n'avait montré des résultats aussi favorables. Mais peut-être faut-il aussi attendre d'autres études pour voir si tout cela se confirme. Alors bien sûr, quand les sujets sont vraiment insulinopéniques, bien reste l'utilisation d'une insuline basale. Les avantages, vous les connaissez, l'efficacité. En cas d'insulinopénie, c'est incontournable. Et puis s'il y a une insuffisance rénale qui contre-indique la prescription de la majorité des antidiabétiques oraux, bien force est bien sûr d'avoir recours à l'insuline. Les inconvénients, c'est la mauvaise image, difficile de faire accepter aux patients, le risque hypoglycémique, la prise de poids, la nécessité d'une autosurveillance glycémique et d'adapter les doses d'insuline, ce qui est absolument indispensable. Alors ce qui est très important, c'est effectivement que la titration soit bonne, de façon à ce que l'équilibre glycémique le soit également. Il faut absolument que l'autocontrôle glycémique soit de bonne qualité, et ceci n'est possible que si l'éducation du patient est suffisante. Et globalement, il faut obtenir une glycémie à jeun à 1,30 g, ce qui correspond à une glycémie à 7%. Lorsque la glycémie à jeun est inférieure à 1,30 g et que l'HbA1c reste supérieur à 8%, il y a deux possibilités. Ou bien le malade remplit son carnet de surveillance dans votre salle d'attente et vous donne des chiffres impeccables pour vous faire plaisir, ou bien il y a une élévation des glycémies post-prandiales. Voici deux exemples. Vous voyez en vert un patient qui a des glycémies à jeun à 1,30 g mais qui fait des excursions glycémiques postprandiales et qui aura une HbA1c à 8,2%. Celui qui par contre a des glycémies postprandiales peu élevées à 1,30 g aura une HbA1c à 7%. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce graphique qui a déjà été montré par M. Schlinger, qui a été publié par M. Monnier, et qui montre que globalement, eh bien, ce qu'il faut, c'est que l'important dans un premier temps est de diminuer les glycémies à jeun chez les patients qui ont des HbA1c très élevés, de façon à s'intéresser dans un second temps aux glycémies postprandiales si l'HbA1c demeure au-delà des objectifs. Alors l'intérêt du dosage de glycémie postprandiale, c'est recommandé par toutes les autorités. C'est un outil pédagogique qui peut montrer l'impact de l'alimentation, de l'exercice physique et de l'observance. Si le patient ne prend pas ses comprimés ou n'injecte pas son insuline, il se rend compte que ses glycémies s'élèvent. Et puis ça permet d'améliorer l'équilibre glycémique en cas de discordance, je vous le disais, entre l'HbA1c et les glycémies à jeun. Alors pour finir, parce que là, on s'y perd sur les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de vous donner un arbre décisionnel simple, qui n'engage que moi. Commençons par une alimentation équilibrée, en faisant attention à la dénutrition chez les sujets âgés et chez les femmes enceintes. L'activité physique raisonnable et adaptée. Ça ne suffit pas, et souvent ça ne suffit pas. La metformine, en l'absence de contre-indication rénale ou d'intolérance. S'il y a une intolérance, comme ça survient dans 5 à 10% des cas, c'est-à-dire des troubles digestifs qui rendent la vie impossible aux patients qui essayent de prendre de la metformine, il y en a le choix entre utiliser
les sulfamides, en faisant attention aux hypoglycémies, des inhibiteurs des alpha-glucosidase, mais très fréquemment les gens qui font des troubles digestifs sous metformine vont faire les mêmes sous inhibiteurs des alpha-glucosidase, ou les inhibiteurs des DPP4 chez des patients notamment fragiles à risque hypoglycémique. Chez nous, ce n'est pas remboursé dans ce cas de figure. Lorsqu'on est en échec, eh bien, on passe à la bithérapie. Bithérapie chez les malades en bonne santé, pour des raisons économiques. Malades en bonne santé, c'est-à-dire faible risque hypoglycémique, peu de risque cardiovasculaire, eh bien, metformine sulfamide, c'est ce qu'on a fait pendant 50 ans. Par contre, chez les patients fragiles, âgés ou à risque hypoglycémique, à metformine et DPP4. Si on est en échec, alors là on a le choix. Soit faire une trithérapie, metformine, sulfamide, inhibiteur des DPP4, soit metformine, analogue du GLP-1, notamment chez les sujets obèses ou qui sont à risque hypoglycémique, qui sont très insulino-résistants, ou alors insuline avec une basale associée le plus souvent à la metformine. Quand il y a une contre-indication à la metformine ou une insulinopénie, une insuffisance rénale avancée, il faut avoir recours d'emblée à l'insulinothérapie par une basale. Et enfin, en cas d'échec de trithérapie ou d'analogue du GLP-1, eh bien, il faut se tourner vers la prescription d'une insuline basale. Voilà, j'espère que vous allez être retrouvés dans ce grand marché, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de recette magique et que finalement, il faut intensifier le traitement certainement, mais l'adapter à chaque objectif et à chaque malade. Et vous aurez maintenant la possibilité de choisir entre ces différentes activités. Merci Bernard pour cette excellente présentation. Donc on va discuter maintenant, et les modérateurs arrivent, discuter les deux présentations qui ont été faites par Jean-Louis Chilianger d'une part et par Bernard Bolusseau d'autre part. Après, vous aurez une pause, je crois, dont je passe la parole. Docteur Dolpapi et Madame Pache. Elle est Monsieur Louis Mouni, Monsieur Boudisson et Monsieur Sénégal. J'espère qu'il y aura une bonne interactivité. J'espère nous enrichir par vos réactions. Est-ce qu'il y a des questions dans le film? Bien sûr, avant de poser quelques questions, je vais faire un tout petit commentaire. C'est vrai que, comme monsieur le professeur Monnier nous a présenté la première diapositive, c'était une diapositive qui nous faisait un petit peu peur, parce que échec après échec, est-ce qu'on ne serait pas légèrement optimiste et dire que ce n'est que l'itinéraire d'un long voyage dans le temps? C'est la définition de notre diabète, l'évolution évolutive. Et donc, ça ne nous fait que voyager, et étape après étape. C'est vrai qu'on est un petit peu dérangé dans notre voyage. On fera une discussion de 1 quart d'heure pour rattraper de petits temps perdus, les et donc, s'il vous plaît, des questions précises, pertinentes, mais pas première, deuxième et troisième question. S'il vous plaît, merci. Je voulais poser la question à Jean-Louis Chilianger. Le diététique est efficace évidemment dans le diabète sucré. Ça a été prouvé à condition qu'elle soit bien suivie. Et de combien, par exemple, chez un diabétique de type 2 obèse, faut-il faire perdre le poids? Quelle est la diminution du poids qu'il faut exiger pour obtenir un résultat intéressant sur l'hémoglobine glyquée? Habituellement, on situe cette perte à 5%. Il faut perdre au moins 5% pour avoir un résultat tangible. Alors 5%, c'est à la fois beaucoup et peu. C'est peu pour ceux qui espèrent perdre 20, 25, 30 kilos comme ça,
mais c'est beaucoup justement d'un point de vue métabolique. On a un bénéfice à la fois sur le plan de l'hémoglobine A1C et sur le plan des autres paramètres métaboliques. Ça veut dire que l'obèse de 100 kg diabétique, sur lui fait perdre 5 kg à peu près, c'est bénéfique. C'est pas mal déjà. Et mesurable. Et est-ce qu'ensuite l'effet continue, c'est-à-dire sur pousse la perte de poids, 5 kg, 6 kg, 10 kg, là, chez moi, catégorique. est-ce qu'on gagne encore un petit peu quelque chose? On gagne encore un petit quelque chose, mais moins. Moins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on perd 20% de son poids qu'on gagne 20% de plus ou 30% de plus que les 5%. Pour l'activité physique, pour les patients, on constate actuellement de la mort subite. Est-ce qu'il est souhaitable de faire un ECG de repos et un ECG d'effort avant de conseiller une activité physique chez, par exemple, diabétique et hyperchronique? Je ne sais pas qui pose la question, mais... Oui, vous avez j'ai des fleurs. Oui, écoutez, bien sûr, vous avez raison, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Si ce sont des patients qui sont stabilisés, qu'on connaît bien, qui n'ont pas de facteurs de risque autres que le diabète, qui n'ont pas d'alerte particulière, on peut leur proposer une activité progressive. Il ne s'agit pas de les mettre d'emblée à faire du jogging, je sais pas moi, 12 km comme ça d'emblée, 8 km d'emblée le matin. Il s'agit d'y aller progressivement. Et dès qu'un patient n'est pas stabilisé, dès qu'il présente effectivement un très haut risque cardiovasculaire en raison d'autres paramètres, il est souhaitable effectivement de faire au moins un examen cardiologique et si possible un ECG d'effort. Bien entendu. Tout dépend de la durée du diabète. Si c'est un diabète qui évolue depuis peu de temps, il n'y a pas de raison. Docteur Hamzian Marin, ma question sur, avec monsieur le professeur Baudusso. Donc ma question est la suivante. Au moment de l'intensification chez le diabétique de type 2, après une trithérapie avec l'instauration de l'insulinothérapie, chez qui par la suite il présente des états d'hypoglycémie. La trithérapie, c'est les sulfamides, metformine et la sitagliptine. Donc par la suite, elle a commencé à présenter des états d'hypoglycémie. Et le moment où j'ai commencé à enlever les autres antidiabétiques oraux et laisser le sulfamide tout seul, parce que vu les guidelines, il y a la sitagliptine, metformine qui est enlevée du fait de les chairs et tout ça. Donc là, par la suite, est-ce que c'est possible? Ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible de mettre l'insulinothérapie basale avec la sitagliptine, metformine? C'est-à-dire et enlever le sulfamide. La question qui se pose, ce sera abordé par Bernard Charbonnet, donc je ne vais pas déflorer son sujet, mais en échec de trithérapie, il est raisonnable d'interrompre les sulfamides et les inhibiteurs de l'IPV4, de garder la metformine et de mettre une basale. Ah, je vous remercie. Je vais compléter la réponse de Bernard Baudusso, ça m'évitera d'en parler plus avant tout à l'heure. Question précise. Quelqu'un est sous basale, plus sulfamide, plus sitagliptine et metformine. Donc insuline plus 3 de produits. Et comme vient de le dire Bernard Baudusso, je crois qu'au moment où on commence l'insuline, on a intérêt à diminuer les comprimés en général, sauf la metformine. Et si on doit arrêter quelque chose, c'est les sulfamides. Donc, l'échec, c'est vrai qu'il peut être partagé entre l'inertie médicale thérapeutique et des patients. Il y a aussi la détérioration pancréatique de la cellule pancréatique avec le temps inéluctable. Donc, peut-on savoir les parts de responsabilité pour les trois, l'inertie thérapeutique, l'inertie pour le patient et la détérioration qui semble un tiers, et qui est l'étiologie la plus fréquente dans cet échec de la prise en charge de la première partie de l'itinéraire. Je vais peut-être répondre moi pour ma partie, puisque
tu as ta réponse également. Je crois qu'il y a les deux. Il y a l'inertie médicale, que je passerai à égalité avec celle de l'inertie du patient, c'est-à-dire la non-motivation. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, un médecin motivé, un médecin croyant, pratiquant, notamment dans le domaine de l'activité physique, est un médecin qui va convertir, je dis des termes qui sont chers, qui va convertir son patient mieux qu'un autre patient. Donc il ne faut pas être indifférent. C'est une équipe. Le diabète, c'est une maladie chronique, et toutes les maladies chroniques, c'est un partenariat entre le médecin, le prescripteur, le conseil, le guide et le patient. Le patient aujourd'hui est en train d'évoluer, il est de plus en plus informé, il participe, vous avez cité Internet tout à l'heure, c'est sûr que quand il est un peu intéressé, il va voir ce qui se passe, il va se faire son opinion, il va avoir sa propre représentation de la maladie, et tout ceci, ce sont à la fois des accélérateurs et des freins. Et c'est au médecin et à son partenaire d'avancer ensemble. Donc, à mon avis, l'échec de la prise en charge de la première partie, avant qu'on parle de metformine, c'est vraiment un partenariat du médecin et de son patient. La vision médicale, enfin la vision de la prise en charge médicale a changé. Avant, c'était toujours le patient qui était mauvais. C'était toujours le patient qui était mauvais, le médecin qui était sous-entendu bon. Là, je crois que maintenant, il faut un peu qu'on fasse une autocritique. Donc, la première cause d'échec, c'est les deux. Et puis ensuite, bien sûr, il y a peut-être le progrès qui joue un rôle, évidemment, puisque la sunopénie, ça existe. C'est progressif et tardif. Oui, je vais ajouter un commentaire en réponse à votre propos. Alors, sans diverger complètement, mais un peu quand même de ce que vient de dire Jean-Louis Schlinger, je crois vraiment que le point de départ, c'est la détérioration de la cellule bêta. Parce que s'il n'y avait pas cette histoire progressive de l'histoire du diabète, on ne se poserait pas la question de l'inertie thérapeutique. Lorsqu'on regarde, par exemple, en allant vite, le LDL cholestérol, si ça marche sous statine, ça continue de marcher sous statine. Il n'y a pas de détérioration. S'il y a une détérioration, c'est parce que les statines ne sont pas prises. C'est un problème d'observance. Donc, pour revenir à votre propos, ce qui caractérise le diabète, c'est que, de façon variable suivant les sujets, il y a des sujets qui ne s'aggravent pas. Mais en moyenne, il y a cette détérioration de la HbA1c liée à une détérioration de l'insulinosécrétion. Et face à ça, et à cause de ça, si on ne réagit pas vite, c'est l'inertie thérapeutique, ça ne va pas bien. Mais je hiérarchiserais les choses. 1, la détérioration bêta-insulaire, et 2, en conséquence, l'inertie thérapeutique. Alors, soit clé. Question pour le professeur Schlinger. S'il vous plaît, je voudrais comprendre comment l'activité physique pourrait améliorer l'insulinosensibilité, même s'il n'y a pas de perte de poids. Je ne comprends pas comment. Alors, il y a des explications assez savantes, mais globalement, ça se passe au niveau de la captation, entre guillemets, du captage du glucose au niveau musculaire, au niveau de la vascularisation, la microvascularisation au niveau musculaire, et c'est l'essentiel de l'activité, l'essentiel de l'effet de l'activité physique, indépendamment de la perte de poids. Une dernière question, parce qu'on essaie de se rattraper. Bon, la discussion à la fin donc, de ce long voyage qui s'appelle le diabète de type 2, on discutera un petit peu plus. Dr. Ailash, il y a une dernière question? Dr. Ailash. Une petite question concernant les effets secondaires à l'utilisation des analogues, des GLP-1. Les effets secondaires concernant les effets sur le tube digestif. Oui, alors, les analogues du GLP-1, toutes les molécules entraînent des troubles digestifs, à type de nausées et de vomissements, mais habituellement avec une fréquence de 10 à 15% dans les premières semaines. Et on a l'impression quand même que tout ça diminue au fil du temps. Je crois qu'il est très important de prévenir le malade. Prévenir le malade qui risque d'avoir des troubles digestifs, de
de façon à ce qu'il n'interrompe pas la thérapeutique, et il faut lui indiquer qu'il y a une forte probabilité pour que ces troubles digestifs régressent dans le mois qui vient. Il y a une question rapide par rapport à l'exercice physique chez les diabétiques. Quand on recherche certaines patients, c'est l'impression de traiter la maladie avec le simple exercice physique. D'accord au début, mais pour certaines maladies, certains diabétiques déséquilibrés, en l'occurrence, qui ont une protéinurie. Ma question c'est, lorsque le diabétique est protéinurique, est-ce qu'on lui permet de faire le sport? Oui, bien sûr, mais cette fois-ci, on se place déjà dans le domaine des complications, donc on lui permet de faire du sport, on l'encourage à faire du sport, mais en l'encadrant médicalement, en faisant un bilan de faisabilité de cette activité physique. Et n'utilisez pas le terme de sport, s'il vous plaît, utilisez le terme d'activité physique, de lutte contre la sédentarité, c'est pas du tout pareil. Et donc il faut vendre l'activité physique, il faut vendre la mobilité contre la sédentarité. Et ça, quel que soit le stade du diabète, il faut simplement adapter, c'est ce que je vais appeler personnaliser, il faut adapter ce qui est faisable. Et il ne faut pas envoyer les gens au casse-pied, il faut faire un bilan préliminaire, voir si leur pression artérielle est contrôlée, voir s'il n'y a pas... L'exercice physique. Mais l'exercice physique augmente la protéinurie pour des raisons, je dirais, mécaniques, mais pas pour des raisons métaboliques. Donc, même s'il est protéinurique, mais oui, bien sûr. Merci. Alors, comme tout long itinéraire, il nécessite une pause, on la fait immédiatement. Reprise à 17h40. Reprise sans retard, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr.